Dans l'ombre de l'Internet, un groupe de hackers énigmatiques a émergé pour devenir l'une des forces les plus redoutées de la cybercriminalité. Bienvenue dans Academy. Aujourd'hui, nous allons découvrir le troublant groupe de hackers, le Lazarus Group, un collectif dont les activités fascinent et effraient. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les profondeurs de ce groupe insaisissable, explorant son histoire, ses motivations et les opérations qui ont secoué le monde de la sécurité informatique. Pour comprendre l'émergence de ce groupe de hackers, nous devons remonter le temps jusqu'aux premières traces de son existence. Comme nous l'avons signalé dans la première moitié de notre programme, la Corée fait actuellement face à une importante vague de cyberterrorisme. Pour 3 jours consécutifs, de nombreux sites web majeurs ont été la cible d'attaques par déni de services distribués, communément appelés DDoS. Nous ne savons pas encore quand ces attaques prendront fin, mais nous apprenons maintenant qu'elles ciblent les disques durs des ordinateurs personnels infectés. En juillet 2009, une série de cyberattaques coordonnées a ciblé des sites web gouvernementaux, des médias d'information et des institutions financières en Corée du Sud et aux États-Unis. Ces attaques ont utilisé un botnet, c'est-à-dire un réseau de nombreux ordinateurs piratés, pour accéder de manière malveillante à des sites web spécifiques, provoquant ainsi une surcharge de leurs serveurs. Cette technique est aussi connue sous le nom d'attaque DDoS. La plupart des ordinateurs piratés se trouvaient en Corée du Sud. L'identité des attaquants n'a pas été confirmée, bien que certaines théories aient évoqué la Corée du Nord en raison du moment choisi pour les attaques, qui coïncidait avec un test de missiles nord-coréens. Cependant, il existe également des spéculations selon lesquelles les attaques pourraient avoir d'autres origines, notamment le Royaume-Uni. Une agence de renseignement sud-coréen a désigné la Corée du Nord comme l'auteur des attaques, mais les preuves étaient contestées. En 2013, soit 4 années plus tard, la Corée du Sud est encore une nouvelle fois victime de cyberattaques. Cette fois-ci, 2 attaques, espacées de quelques mois. Dès le mois de mars, 6 organisations sud-coréennes, dont des médias KBS, MBC, YTN et des institutions financières majeures, ont été la cible d'attaques. Ces attaques ont causé des dommages importants, touchant plus de 32 000 ordinateurs et serveurs. Les pertes économiques s'élevaient à plus de 750 millions de dollars. Quelques mois plus tard, une nouvelle attaque d'envergure touche la Corée du Sud. Cette fois-ci, elle concerne la divulgation des informations confidentielles. La fuite de données concerne 2,5 millions des membres du parti Sanuuri, un parti politique conservatif. Elle touche également 300 000 soldats, plus de 100 000 utilisateurs du site web gouvernemental Chungwade et 40 000 membres des forces américaines présentes en Corée du Sud. Bizarrement, ces incidents ont eu lieu au 63e anniversaire du début de la guerre de Corée qui a eu lieu en 1950 jusqu'à 1953. Ce soir, le FBI est sur l'affaire et il met en garde les grandes entreprises américaines pour qu'elles protègent leurs données après qu'un grand studio hollywoodien a été attaqué par des pirates. En 2014, le géant japonais Sony a été victime d'une grave attaque informatique. Les auteurs se sont eux-mêmes surnommés les gardiens de la paix. Mais il s'est avéré que ce nom était un autre alias du groupe Lazarus. Contrairement à d'autres attaques du groupe, le piratage de Sony avait un objectif très clair. Le groupe de pirates a annoncé qu'il ciblerait l'entreprise en raison de la sortie du film L'Interview. L'intrigue du film fictif tournait autour d'un plan d'assassinat visant Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord. Les attaquants ont utilisé des logiciels malveillants spécialisés pour recueillir des informations sensibles. Les données volées comprenaient des informations personnelles sur les employés, les salaires des cadres supérieurs, des courriels professionnels et personnels, ainsi que des informations sur les familles des employés. De plus, les pirates ont dérobé des scripts de films, des plans de production et des copies de films qui n'avaient pas encore été rendus publics.
online, 4 of which, like Annie, have not been released. Together, the pirated Sony movies have been downloaded more than... Cependant, le coup de grâce infligé par le groupe de pirates était probablement encore pire. En plus du logiciel malveillant, un wiper a également été inséré dans le réseau informatique, dont le but unique de détruire l'infrastructure logicielle en supprimant des fichiers critiques. Le wiper a été déployé avec succès et le réseau de Sony a rapidement été mis hors service. Les conséquences ont été dévastatrices et ont coûté à l'entreprise environ 15 millions de dollars. Pendant l'attaque, les pirates ont exigé le retrait immédiat du film qui était en cours de production. Le groupe a également menacé les cinémas diffusant le film, affirmant que ces cinémas deviendraient eux-mêmes des cibles d'attaques terroristes. Face à ces menaces, de nombreux cinémas aux États-Unis ont renoncé à diffuser le film. Après une vague d'annulations, Sony Pictures a annulé la première officielle du film, l'interview. Au lieu de cela, le film a été diffusé numériquement avec des projections limitées en salle. La motivation derrière l'attaque informatique a fourni un autre élément de preuve solide reliant le groupe Lazarus au gouvernement nord-coréen. En fait, les services de renseignement aux États-Unis soupçonnaient que le gouvernement nord-coréen soutenait activement et sponsorisait l'attaque. Malgré la connexion apparemment indéniable, Pyongyang a officiellement nié toute implication dans l'attaque. En février 2016, le Bangladesh est sous le choc. L'une des banques du pays a été victime d'un vol virtuel assez spectaculaire. Les pirates auraient tenté de dérober près d'1 milliard de dollars. Plusieurs mois avant le piratage de la banque du Bangladesh, tout a commencé par l'envoi d'un CV anodin par email. Une fausse identité de Russell Aslam a été créée. À cet email était attaché un fichier zip contenant un document. En réalité, le fichier zip renfermait un logiciel malveillant qui s'exécutait sur la machine de la personne ayant ouvert l'email. Malgré la formation générale des employés pour éviter de tomber dans ce genre de piège, au moins 3 employés de la Bangladesh Bank ont téléchargé et tenté d'ouvrir le document, libérant ainsi le logiciel malveillant. La première étape de l'infiltration a été réussie. À partir de là, leur objectif était de localiser et d'accéder aux ordinateurs Swift. Pendant les mois suivants, ils sautent d'ordinateur en ordinateur se frayant un chemin à travers le réseau, cherchant des informations d'identification pour atteindre leur cible finale. C'est en janvier 2016 qu'ils parviennent enfin à accéder aux ordinateurs connectés au réseau Swift. Ils peuvent donc commencer à initier les transferts de fonds, mais avant cela, ils ont passé du temps à analyser en détail le réseau de la banque et ont réalisé 2 choses. La première est qu'il y avait une imprimante dans la salle des ordinateurs Swift qui imprimait tous les ordres de transfert et il était donc impératif de la mettre hors service. Ensuite, ils se sont également rendus compte que le Bangladesh était un pays musulman et donc que le vendredi est un jour férié chez eux. Nous sommes le jeudi 4 février 2016. Il est 20h. Il n'y a personne dans les bureaux. Les premières demandes de transfert bancaire à la banque américaine sont envoyées. Au cours de la soirée, d'autres demandes sont envoyées, totalisant en tout 35 demandes pour un montant total de 951 millions de dollars. Toutes les demandes étaient à destination d'une seule banque, la RCBC aux Philippines. Le lendemain, jour férié au Bangladesh, le responsable de permanence de la banque centrale est entré dans la salle où se trouvaient les ordinateurs Swift et a remarqué que l'imprimante ne fonctionnait pas. N'ayant pas pu la réparer, il a tenté de résoudre le problème quelques heures plus tard, puis est parti à la prière du vendredi en décidant de s'en occuper le lendemain. Mais le lendemain matin, l'imprimante ne fonctionnait toujours pas. Le responsable de permanence a alors demandé la permission de trouver un autre moyen de la redémarrer. Lorsque l'imprimante est revenue à la vie, elle a imprimé à la fois les détails des transferts effectués par les pirates via les ordinateurs Swift et les demandes de renseignement des responsables de la Réserve fédérale américaine, qui se demandaient si la Bangladesh Bank avait réellement l'intention de vider tous ses fonds du compte.
Dans un état de panique, les responsables bangladais ont tenté de contacter la Réserve fédérale américaine par téléphone, fax et email. Cependant, étant samedi, le week-end aux États-Unis, personne n'a répondu. Mais ce que l'on ne sait pas encore côté Bangladesh, c'est que la situation n'est pas si catastrophique que ça. La plupart des virements bancaires demandaient que l'argent soit envoyé à la banque RCBC à Manville, la capitale des Philippines, qui était située à la rue Jupiter. C'était le nom de la rue qui a sauvé le Bangladesh, car Jupiter était le même nom qu'un navire de transport iranien sanctionné par les États-Unis. Évidemment, cela n'a aucun lien direct, mais cela a éveillé les soupçons des responsables. Et après avoir approuvé 4 demandes de transfert vers la banque RCBC totalisant 81 millions de dollars, les demandes de transfert restantes ont été signalées et bloquées. À noter également qu'un transfert envers une ONG sri-lankaise a été refusé directement car les pirates auraient mal orthographié le nom de ce dernier. Aux Philippines, l'argent est blanchi via des casinos et finit entre les mains d'un homme d'affaires chinois-philippin. La traque commence, impliquant des enquêtes au Bangladesh, aux Philippines et aux États-Unis. Les révélations pointent vers la Corée du Nord, plus précisément le groupe Lazarus. Le bilan est lourd, des responsables de banques démissionnent, des accusations fusent et les enquêteurs tentent de récupérer les fonds volés. Cette cyberattaque aurait pu mettre à genoux le Bangladesh. Néanmoins, elle a révélé la vulnérabilité croissante des institutions face à ce type d'attaque de plus en plus sophistiquée. Ainsi, une course effrénée vers le renforcement de la sécurité interne des institutions est désormais enclenchée. Personne ne souhaite être la prochaine victime d'une attaque similaire à celle de la Banque du Bangladesh. Alors justement, Anthony Morel, c'est quoi exactement ce virus ? Alors, c'est ce qu'on appelle un ransomware. C'est un mot qu'on va entendre de plus en plus souvent. Ransom, c'est la rançon, c'est-à-dire un virus qui va vous mettre à la porte de votre propre ordinateur et qui va vous demander de l'argent. C'est-à-dire que... L'année 2017 a été marquée par une cyberattaque d'envergure mondiale, plus précisément par un ransomware nommé WannaCry. Cette attaque serait même liée à un virus né dans les laboratoires de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine. Une des activités de la NSA consiste à rechercher des failles de sécurité dans divers logiciels, de façon par exemple à s'introduire dans des machines tierces à des fins de surveillance. Un jour, la NSA découvre une faille de sécurité dans le populaire système d'exploitation Windows et décide de ne pas communiquer cette découverte à Microsoft. Il faut savoir que si la NSA fait part de cette découverte à Microsoft, elle perdrait toute exclusivité sur cette faille et ne pourrait donc pas l'utiliser à son avantage. Fin 2016, la NSA a des suspicions et croit que la faille découverte aurait fuité. Cependant, elle décide quand même de garder le secret et de ne pas tenir Microsoft au courant. Mais c'est seulement au bout de 3 mois qu'elle décide donc de prévenir ce dernier. Une fois au courant, Microsoft n'attend pas et sort un patch de sécurité très rapidement. Cette mise à jour couvre toutes les versions de Windows, même les anciennes versions, chose que Microsoft n'avait pas l'habitude de faire dans le passé. Le 14 avril 2017, soit exactement 1 mois après la sortie du patch de sécurité, un groupe de hackers, se faisant appeler The Shadow Brokers, entre en scène et divulgue les failles découvertes par la NSA. Désormais, n'importe qui peut exploiter cette faille pour prendre le contrôle à distance d'un ordinateur, à condition que la machine cible n'ait pas encore effectué la mise à jour. Étant donné que les utilisateurs, tout comme les administrateurs réseau, tardent souvent à mettre à jour leur machine, de nombreux ordinateurs restent vulnérables. Le 12 mai 2017 marque le début de l'épidémie WannaCry. WannaCry est un virus auto-répliquant infectant tous les ordinateurs connectés au même réseau que la machine contaminée. Sa propagation ne nécessite aucune interaction humaine. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir la pièce jointe d'un email ni même de brancher physiquement une clé USB contaminée. Au-delà du réseau local, WannaCry explore Internet à la recherche de ports vulnérables.
Une fois que la machine est infiltrée, un virus chiffre les données présentes sur l'ordinateur en utilisant une clé de chiffrement exclusive, les rendant inaccessibles à l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur allume sa machine, il se retrouve confronté à un message exigeant le paiement d'une rançon. Les victimes étaient invitées à verser une somme de $300 dans les 3 jours ou $600 dans la semaine, à transférer sur une adresse Bitcoin. Ce n'est qu'après le paiement de la rançon que le virus déchiffre les données et disparaît de la machine. Les ransomware ciblent principalement les administrations publiques et les entreprises disposant de plus de ressources financières que les particuliers et stockant des données sensibles sur leurs ordinateurs. L'attaque se poursuit pendant 4 jours. Plus de 200 000 ordinateurs dans 150 pays sont affectés, avec des pertes économiques estimées entre quelques centaines de millions et plusieurs milliards de dollars. Le pays le plus touché serait de très loin la Russie, suivi par les États-Unis et le Canada. La France est 4e, juste devant l'Ukraine. Les 3 wallets sur lesquels ont été versées les rançons sont vidés pour un total d'environ 140 000 dollars. Comme souvent avec les crypto-monnaies, il est très difficile de déterminer l'identité des détenteurs des wallets. L'épidémie prend fin après quelques jours grâce aux efforts de la cyberdéfense, notamment ceux de Marcus Hutchin, également connu sous le nom de MalwareTech. Bien que Marcus n'ait aucun lien avec le ransomware WannaCry, il était quand même connu des services secrets américains pour des actions de piratage passées, y compris la création de ransomware. Ainsi, au moment de l'attaque, Marcus était en liberté sous surveillance en attendant son jugement. Marcus acquiert une renommée mondiale lorsqu'il trouve une première parade à WannaCry. Dès le premier jour de l'attaque, il examine le code source du ransomware et analyse en détail les lignes de code. Il découvre que l'ordinateur infecté envoie des requêtes vers un site avec un nom de domaine improbable. Il se rend sur le site et constate qu'il n'existe pas. Par curiosité, Marcus décide alors d'acquérir le nom de domaine. Le nom de domaine était visé par des milliers de connexions par seconde en raison de la propagation importante de WannaCry. On observe une chute notable du nombre de nouvelles infections. La raison, c'est que le nom de domaine en question s'avère être une sorte d'interrupteur d'urgence, kill switch en anglais, permettant en principe aux auteurs du ransomware de stopper sa diffusion à distance. Cette action de Marcus lui épargne une peine de prison pour ses crimes passés, car le gouvernement américain décide d'abandonner toutes les charges à son encontre. Aujourd'hui, Marcus travaille toujours dans la cybersécurité en tant que conseiller expert, aidant les entreprises à renforcer leur vigilance face aux cyberattaques. Qui est donc derrière cette attaque de ransomware? Encore une fois, toutes les pistes mènent au groupe de hackers nord-coréens Lazarus. Les experts du FBI ainsi que des entités telles que Kaspersky Lab et Symantec ont révélé des similitudes entre le code WannaCry et un malware utilisé par le Lazarus Group lors de la cyberattaque contre Sony Pictures en 2014. Le 18 décembre 2017, le gouvernement américain a formellement accusé la Corée du Nord d'être derrière l'attaque WannaCry. D'autres nations, dont le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni et le Japon, ont également incriminé la Corée du Nord. Malgré ces accusations, Pyongyang a comme d'habitude nié toute implication dans l'attaque. Depuis leur dernière apparition, le groupe Lazarus semble avoir modifié sa stratégie. Il semble persister dans ses actions, mais en adoptant des approches plus ciblées, notamment à travers des vols de crypto-monnaies. Selon un rapport du média The Next Web, sur la seule période de 2017 à 2018, le groupe aurait été impliqué dans au moins 5 des 14 attaques recensées sur des plateformes de crypto-monnaies. Ces 5 attaques auraient abouti à un vol total de 571 millions de dollars. À noter également la faillite de la plateforme Ubyte, survenue juste après que le groupe ait dérobé 17% de l'ensemble de ses actifs.
Parmi les autres actions majeures du groupe, on peut noter aussi la tentative de vol d'informations pendant la période du coronavirus, en lançant notamment des attaques ciblées contre les sociétés pharmaceutiques. L'objectif précis de ces attaques reste inconnu, mais il pourrait inclure le vol d'informations confidentielles et l'accès à des recherches exclusives sur les vaccins. En 2023, le groupe Lazarus est particulièrement actif, intensifiant ses opérations avec plusieurs attaques ciblant des plateformes de crypto-monnaies. Le 3 juin 2023, les utilisateurs d'Atomic Wallet, un portefeuille de crypto-monnaies décentralisées, ont subi une perte de plus de 100 millions de dollars. Le groupe Lazarus est pointé du doigt. Le 22 juillet 2023, Lazarus cible la plateforme de paiement CoinSpade via une attaque d'ingénierie sociale réussie, retirant environ 37 millions de dollars en actifs cryptographiques. Le même jour, AlphaPo, une autre plateforme, subit un vol de plus de 60 millions de dollars. Le 4 septembre 2023, Stack.com fait l'objet d'un vol de 41 millions de dollars. Le même mois, le 12 septembre, environ 54 millions de dollars sont dérobés de la plateforme CoinEx. Le groupe Lazarus s'est distingué par une série d'attaques ciblées visant principalement les secteurs financiers et plus récemment les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Outre leur habilité technique, l'une des caractéristiques marquantes des opérations du groupe est son expertise en ingénierie sociale. Il a régulièrement utilisé des tactiques sophistiquées pour tromper les utilisateurs, se faisant passer pour des entités légitimes, notamment via des profils de médias sociaux falsifiés. J'espère que ce dossier vous a plu et vous a montré à quel point il est crucial de rester vigilant. N'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus à venir.